Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dispositif bien connu en optique ondulatoire, c'est celui des miroirs de Lloyd ou du miroir de Lloyd parce qu'il n'y en a qu'un. Et parmi les systèmes à division du front d'onde, bien sûr on connaît bien les trous de Young, les fentes de Young, mais il y a tout un tas de systèmes qui se ramènent aux trous de Young et aux fentes de Young comme les miroirs de Fresnel, les biprismes de Fresnel, les bilentilles de Billet, de Meslin. Et parmi tous ces dispositifs, que je finirai bien par étudier sur la chaîne à un moment donné ou à un autre, peut-être que celui qui vient juste après, je dirais, le plus classique après les trous de Young et les fentes de Young, c'est celui du miroir de Lloyd. Alors, on va voir que comme tous ces dispositifs, on peut se ramener aux trous de Young. Donc le plus important en fait, c'est de maîtriser absolument ton cours sur les trous de Young sur le bout des doigts. Et puis une fois que tu as montré comment le dispositif s'identifie à celui des trous de Young, que tu as identifié A, la distance entre les sources S1, S2, dans le langage des trous de Young, D, la distance à l'écran, etc. Tu claques ton cours sur les trous de Young. Et là, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les trous de Young. Et donc, finalement, tu es sorti d'affaire. Donc, le but principal, c'est de montrer comment se ramener de ces dispositifs aux dispositifs des trous de Young. Pourquoi sont-ils analogues à un dispositif à division du front d'onde type trou de Young? Alors, quel est le dispositif du miroir de Lloyd? Donc on a un miroir, on a une source ponctuelle et on a un écran et on va prendre un point M sur l'écran. Alors il faut espérer que ce point M fasse partie du champ d'interférence, ce qui est déjà pas évident. Alors en effet, on va regarder sur l'écran l'interférence entre un rayon qui arrive directement de la source et un rayon qui se réfléchit sur le miroir. Alors, existe-t-il un rayon qui se réfléchit sur le miroir et qui va aboutir en M? Déjà, ça c'est une bonne question à se poser. On sait que les rayons réfléchis vérifient les lois de Descartes. Le rayon d'incidence est égal au rayon réfléchi. Mais comment trouver la position du point d'intersection avec le miroir? Alors bien sûr, on peut essayer de faire ça un petit peu au petit bonheur la chance. À main levée, on voit peut-être à peu près où le rayon va se réfléchir sur le miroir. Mais il existe une autre technique beaucoup plus rigoureuse et très utile, qui est d'utiliser le symétrique du point S par rapport au plan du miroir qu'on peut même prolonger. Et en réalité, si on trace la droite S''M, eh bien, par symétrie par rapport à cette droite, automatiquement, les lois de Descartes vont être vérifiées. C'est la bonne manière, à chaque fois c'est une technique très connue, rien d'original. Dès que tu as un miroir plan, il faut utiliser cette technique-là. Pour trouver le rayon réfléchi, donc on prend le symétrique de la source et on relie donc S' à M et donc automatiquement par symétrie, les rayons seront symétriques par rapport à la normale. Et donc c'est ce qu'on veut. Donc effectivement, j'ai eu un petit peu de chance. Le point M se trouve bien dans le champ d'interférence, c'est-à-dire qu'il peut être atteint simultanément par un rayon issu de S. Bon, ça à peu près, je pense que partout ce serait le cas, mais en particulier se réfléchissant sur le miroir. Est-ce qu'on peut dessiner ce champ d'interférence? Où doit être le point M sur l'écran pour pouvoir être atteint par deux rayons de ce type? Alors, pour faire ça, on va prendre un rayon qui passe par le bord ici du miroir. Donc on voit que, hop, voilà, ça va monter très haut. Ouais, j'ai pas trop anticipé, c'est pas très grave. Et puis, donc là, on voit que c'est le rayon qui se réfléchit sur le bord. Et puis après, on peut faire pareil avec l'autre bord du miroir. Voilà. Et donc là, on a un rayon qui va se réfléchir sur le bord ici. Donc on voit que l'ensemble des rayons réfléchis sur le miroir se situe dans ce secteur angulaire. Il y a toujours un rayon provenant de S qui va pouvoir également se diriger vers un point M de l'écran. Donc finalement, le champ d'interférence, il débute ici. Et puis il se finit à l'intersection, voilà, c'est un petit peu haut pour mon tableau. Alors, voilà déjà le champ d'interférence. On ne peut pas d'ailleurs prendre des rayons qui sont trop bas ici, au pied. Ici, ça ne peut pas être atteint dans cette configuration par un rayon qui se réfléchit sur le miroir de Lloyd. Alors je profite de cette configuration pour parler de la localisation ou de la non-localisation des interférences, notion qui est toujours un petit peu floue dans l'esprit de beaucoup d'étudiants. Donc, des interférences non localisées, en gros et pour faire simple, ce sont des interférences qui sont dans un volume. Ça veut dire que quand on déplace l'écran dans le champ d'interférence, dans ce volume, on peut encore voir des interférences. Et c'est le cas ici.
Si on déplace l'écran ici comme ça, on voit que tant qu'on est dans le champ d'interférence, on aura bien des franges. On va en parler d'ailleurs de la forme de ces franges tout de suite. Des interférences qui sont localisées, comme par exemple le Michelson en lame d'air avec une source étendue ou en coin d'air avec une source étendue, eh bien là les interférences n'existent que sur une surface. Donc pour faire simple, tu retiens interférences non localisées, elles existent dans un volume. C'est le cas avec les dispositifs à division du front d'onde type trou de Young, fente de Young, miroir de Lloyd, miroir de Fresnel, biprisme de Fresnel, etc. Et puis les interférences sont localisées pour en particulier le Michelson en source étendue à l'infini pour les anneaux d'égale d'inclinaison au voisinage du coin d'air en configuration du coin d'air. Donc là c'est sur une surface que voilà, on ne peut pas déplacer l'écran entre guillemets, ou alors il faut faire l'image de la surface de localisation par une lentille quand c'est localisé. Donc des interférences non localisées. Voilà, alors le dessin là il s'est un petit peu encombré. On pourrait peut-être en refaire un petit peu moins encombré. Donc je vais remettre une source S. On va prendre un point M ici, donc à une distance D. Ah oui, tu me vois venir avec mes gros sabots. Le symétrique S'. Donc le rayon qui vient, voilà, il semble provenir de S'. Hop, il se réfléchit sur le miroir. Et on a ça. Alors, on a dit, il faut se ramener au trou de Young. Donc là, allez, ça crève un peu les yeux. Quels sont les trous de Young équivalents à cette situation? Eh bien, c'est évidemment S et S' qui vont former deux sources cohérentes, secondaires cohérentes. Là, c'est par division du front d'onde. Évidemment, les rayons ne viennent pas vraiment de S', mais on voit par symétrie que cette distance SI, c'est la même que la distance S'I. Donc finalement, du point de vue des chemins optiques, tout se passe comme si les rayons en M provenaient pour l'un de S et de l'autre de S' au niveau des distances parcourues. Hein, cette distance-là, c'est la même que là par symétrie. Donc, on voit que eh bien, la situation est tout à fait analogue au trou de Young. Donc ici, on aurait petit a. Donc si on appelle h la distance au miroir, on a a qui vaut 2h. On a d la distance au miroir. Et puis si on est dans les approximations habituelles, donc on va prendre x, la variable par rapport au milieu, à la bisectrice des trous, donc qui se trouve ici à l'aplomb du miroir. Et donc, je ne refais pas ça ici, mais delta vaudra à peu près AX sur D, dans la mesure où AX sont très petites devant D. Et puis, donc, on aura la formule. Alors, justement, ça, c'est un delta géométrique. Tu sais peut-être que quand un rayon se réfléchit sur un miroir, il subit un déphasage de pi supplémentaire, une différence de marche ondulatoire, comme on appelle, de lambda sur 2. Donc ça, voilà, c'est une petite spécificité des miroirs de Lloyd. Donc le delta total, il va valoir AX sur D, différence de marche géométrique, plus lambda sur 2. Alors voilà, il ne faut pas oublier ce lambda sur 2. Normalement, dans un énoncé, on doit te le rappeler. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu une question la dernière fois d'un étudiant en classe, quand on a fait ça, qui m'a dit « Monsieur, d'où vient ce déphasage de pi ?» Alors, un petit peu plus loin dans ton cours d'électromagnétisme, tu vas voir que quand on a un miroir parfait, un métal parfait, eh bien, l'épaisseur de peau tend vers 0 et on verra que on a un coefficient de réflexion égal à -1, dont nous, on le démontrera en incidence normale uniquement. Donc là, on n'est pas en incidence normale, on est en incidence oblique. Mais bon, on va admettre ce changement de signe. De la même manière, quand un rayon se réfléchit sur un milieu plus réfringent, c'est-à-dire que tu passes d'un indice N1 à un indice N2 qui est plus grand que N1, on a également un déphasage de pi à la réflexion. Ça, on le démontrera aussi en incidence normale. On peut l'admettre en incidence oblique. Ça vient en fait du coefficient de réflexion pour l'amplitude du champ électrique, hein, donc de la vibration scalaire. N1 moins N2 sur N1 plus N2. Hein, c'est un coefficient petit r en amplitude qui est négatif. Et donc, voilà, donc ça revient en fait à changer le signe du champ électrique. Tu vois par exemple que si tu passes de l'air au vert, donc l'indice du vert sera plus grand que l'air, tu vas devoir multiplier par un coefficient négatif l'amplitude de la vibration lumineuse qui se réfléchit, ce qui revient en fait à rajouter
une différence de marge de lambda sur 2, un déphasage de pi exponentielle jpi, ça fait moins 1. Donc voilà, c'est une manière d'écrire ça. Donc voilà l'origine physique de ce fameux déphasage ondulatoire, quelque peu mystérieux, quelque peu parachuté dans les cours d'optique. Alors, après, il suffit d'appliquer la formule de Fresnel. Donc on aura E de x est égal à 2E0, facteur de 1 plus cosinus de 2pi sur lambda fois delta. Et on voit que 2pi sur lambda fois lambda sur 2, ça va faire pi. Donc on va changer simplement le signe ici du cosinus, moins cosinus donc de 2pi sur lambda ax sur d. Alors ça veut dire que, bon, on a vu qu'on n'avait pas de frange sombre en 0, parce que 0 ne fait pas partie du champ d'interférence, mais s'il y en avait une, ici en 0, contrairement au trou de Young, on n'a pas une frange brillante, on a plutôt une frange sombre à cause de ce signe moins. Quand tu fais x égale 0, voilà, l'éclairement est nul. Et puis l'interfrange, c'est la périodicité de ce cosinus. Donc tu la reconnais tout de suite, ça fait 2pi x sur i. Hein. Donc quand x varie d'un multiple entier de i, donc i égale lambda d sur a, donc distance entre deux franges brillantes consécutives ou deux franges sombres consécutives. Et puis moi j'aime bien parler des hyperboloïdes de révolution. Alors c'est quoi ce truc? J'ai souvent des questions là-dessus. Donc l'ensemble des points de l'espace tels que S de m moins S1m est une constante. Alors ici ce serait Sm moins S'm, c'est donc la différence de marche géométrique tout du moins, est une constante. Eh bien ça décrit dans l'espace des hyperboles. Alors si on se met dans le plan, on admet qu'en fait, voilà, le lieu des points tels que la différence des distances à deux points fixes est une constante. Ça fait comme ça un réseau d'hyperboles. Et puis comme tout est à symétrie de révolution autour de l'axe SS', on engendre en fait des beaux paraboloïdes de révolution. Et ce raisonnement, tu peux le faire avec les trous de Young également. En fait, ce sont des coupes de paraboloïdes de révolution. Et en fait, ces droites qui sont perpendiculaires à l'axe des x, c'est parce qu'on regarde à grande distance ici ces paraboloïdes de révolution, donc on ne voit pas la courbure. Alors si jamais on tenait compte de la courbure, en fait, effectivement, on aurait un truc un peu plus comme ça. Voilà, c'est peut-être des dessins que tu as vus. En fait, ce sont ces coupes d'hyperboloïdes, mais nous, avec un interfrange qui dépend que de x, plutôt avec une différence de marge qui dépend que de x, eh bien, on ne voit pas cette courbure, il faut être cohérent. Donc, on a des droites perpendiculaires à l'axe S'. Donc, en plus, tu vois, ça nous fait réviser un petit peu les trous de Young. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Ben, moi, je dirais l'astuce surtout de déterminer le champ d'interférence en se servant de cette source fictive symétrique de S par rapport au plan du miroir. Ça, c'est intéressant. Ne pas oublier le déphasage ondulatoire, mais ça, normalement, on doit te le ramener. On doit te le rappeler. Appliquer la formule de Fresnel. En x égale 0, bon, on a une frange sombre au lieu d'avoir une frange brillante à cause de ce déphasage ondulatoire, mais l'interfrange est inchangée. Et puis, remettre en place la notion d'interférence non localisée et ces coupes d'hyperboloïdes par des plans perpendiculaires, parallèles à l'axe SS'. Tout ça, c'est très intéressant. Ça nous fait revoir les trous de Young. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.